Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Baptiste Viel. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Martin, je suis très heureux d'être ici. Moi aussi. Du coup, Baptiste, si tu veux résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu te présenterais? Ouais, donc moi je suis Baptiste, je suis l'un des 3 cofondateurs de Carman. Avant de dire ce que c'est Carman, moi mon parcours il est plutôt études, école de commerce. J'ai rencontré l'un de mes 3 cofondateurs dans la majeure entrepreneur d'HEC qui était ma dernière année. Avant le diplôme, moi j'ai eu des expériences en startup, donc à la fois en startup early stage. J'ai été le premier stagiaire d'Encore Store, la marketplace B2B qui est devenue une licorne en début d'année, là en 2022, 2 ans après leur création. J'ai aussi fait une expérience en scale-up chez Deliveroo dans les bureaux de Paris. Ça, c'était plutôt en 2018. Et j'ai aussi fait un passage côté investissement en VC dans un fonds de venture capital aussi à Paris qui s'appelle Founders Future, qui a été créé par Marc Menassé, qui est un business angel célèbre. Donc, j'ai aussi entre startup et côté investisseur, des deux côtés de la table, pour finalement choisir de monter une startup, Carmen, qui justement finance des entrepreneurs de façon non dilutive. Yes, alors c'est top que tu arrives à ce sujet parce que du coup, je l'ai pas dit au début du podcast, mais ce podcast est un peu spécial. C'est un nouveau genre que je vais créer sur Indie Makers. Donc on va aller parler à des acteurs de l'écosystème Bootstrapper Indie Maker pour un petit peu renforcer et découvrir comment on peut s'entraider tous ensemble. Et donc toi, t'es une startup avec Carmen qui a levé, mais t'as levé pour une bonne raison, c'est pour venir aider tous ceux qui n'ont pas forcément envie de lever. Donc t'as très bien introduit le sujet et on va pouvoir un peu diguer sur ça. Donc t'es passé dans le monde, t'as vécu le monde des startups, t'as vécu le scale-up, l'invest, mais pourquoi tu es allé sur l'idée d'aider ceux finalement qui n'ont pas du tout fait ce parcours-là? Comment ça t'est venu? Moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir aider des entrepreneurs à se développer. J'aime énormément parler à des entrepreneurs, notamment quand j'ai fait un passage en fonds d'investissement, mais j'aime aussi leur donner les clés pour grossir à leur rythme, de façon non dilutive, sans être pressé par le temps de l'hypercroissance. Je suis convaincu que tous les entrepreneurs, toutes les entreprises ne sont pas vouées à devenir des licornes, les licornes de demain. Il y a une faible proportion des entreprises qui sont financées par des fonds de VC. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement aider cette partie de l'iceberg qui est en fait beaucoup plus grosse pour qu'ils puissent se développer à leur rythme en gardant le contrôle de leur boîte. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a eu un effet de mode gigantesque avec le côté startup, les VC, on en parle à BFM, c'est cool, ça fait un effet waouh de dingue, genre on a levé des millions, mais en soi, en fait, des entrepreneurs, ça existe depuis la nuit des temps, et bien avant que les VC arrivent et qu'il y ait de l'argent qui pleuve à flot, et c'était déjà cool, et ça nous permet de faire plein de choses. On a été un peu oublié lors de la vague de la Startup Nation, mais ouais, clairement, on est très très nombreux, et c'est ce que tu dis, c'est la partie cachée de l'iceberg, quoi. On est là depuis tout le temps, caché. Exactement, et c'est vrai que beaucoup de médias, notamment TechCrunch aux États-Unis ou aussi en France, avec les Échos, finalement font l'éloge de la levée de fonds, alors que derrière, il y a plein d'entreprises qui sont rentables, qui ont des revenus, qui n'ont pas levé de fonds et qui sont du coup moins médiatisées. Et c'est ce que tu mets en avant aussi avec ton podcast. Nous, on les aide aussi à se financer. Donc, je pense que ces entreprises-là gagneraient à être plus visibles aussi. Oui. Après, il y a un pattern que j'ai remarqué qui est assez ouf, c'est qu'en fait tous les gens qui bootstrap en général, à part Guillaume Moubèche qui a mis un effort considérable pour se faire connaître et montrer qu'on existait, en général, ils s'en foutent un peu d'être connus parce qu'en fait, ils font leur popote, ça marche bien, ça sert bien leurs clients, ils sont super heureux. Et j'ai l'impression qu'ils parfois ils cherchent un peu moins la fame que les start-upers, tu vois. Et du coup, en fait, ils existent, mais ils s'en foutent. J'en ai plein qui sont venus dans le podcast, ils étaient super contents de raconter leur histoire, mais ils n'ont pas fait spécialement la pub du podcast, ils sont pas spécialement visibles sur Internet.
Et ils sont contents quand même. Ils C'est sont vrai. heureux de ce qu'ils font. C'est vrai, c'est vrai. Après, les médias peuvent aider dans Oui. certains aspects, notamment pour le recrutement, la marque employeur. Donc, avoir un peu de Ouais, je pense visibilité, qu'il y en ça a, fait jamais il y en de. a, il y en a plein qui n'ont pas conscience de, de tout ce que ça peut amener de bon, parce qu'en fait, tu vois facilement, enfin, je sais que quand on était en start-up, c'était un combat arriver dans les médias, mais pas de se faire bâcher pour avoir la bonne vision et tout. Donc, je peux comprendre aussi que tu sais, c'est entre la peur, tu sais que ça peut être intéressant, mais t'es pas sûr de ce que ça va donner. Donc, c'est peut-être, puis, je crois qu'en France, on a beaucoup ce dicton de vivons heureux, vivons cachés. Il y a des gens, ils l'ont C'est pris vrai. trop au pied de la lettre. Du coup, ils préfèrent se dire, on va rester dans notre coin, on va faire du bon business et c'est tout. Alors qu'en vrai, c'est super important d'avoir ce que tu disais, une marque employeur, même pour recruter, si tu veux les bonnes personnes. T'as pu trouver des nouveaux clients, enfin, il y a plein d'avantages. C'est ce que j'essaie de faire avec le podcast, de leur dire, si, parlez-en, c'est top. C'est top. C'est vrai. C'est vrai, c'est Et vrai. j'aimerais te Et poser... nous, le parallèle. Vas-y. Ouais, dis-moi. Non, 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 dis-moi. finis ton idée. Non, non, mais je disais, toi, tu le fais très bien sur l'aspect média, communication, et nous, c'est ce qu'on essaie aussi de faire côté financement avec Carmen. Euh, mais ravi d'en parler plus en détail. Eh ben justement, j'allais te poser des questions sur Carmen. C'est quoi un petit peu le modèle de Carmen? Puisque tu viens du monde VC où on connaît tous le modèle, c'est on te prend un pourcentage de ta boîte contre de l'argent qui rentre dans ta boîte. Mais toi, avec Carmen, comment tu apportes de l'argent aux entrepreneurs? Ouais, tout à fait. Donc, Carmen, déjà, c'est une solution de financement qui est non dilutive. Donc, on ne prend pas de contrôle dans le capital de l'entrepreneur, de l'entreprise. Nous, on est une alternative complémentaire à la levée de fonds ou au financement non dilutif, au financement bancaire traditionnel. Le fait est que, en fait, en ce moment, aujourd'hui, les boîtes qui se montent sont des boîtes tech qui n'ont pas forcément d'actifs tangibles. C'est des SaaS, c'est des indie makers qui ont des projets bootstrappés, qui qui n'ont pas forcément la rentabilité d'une entreprise mature, qui peut pas montrer 3 ans de liasse De bilan. fiscale à son Ouais. banquier, de bilan positif à son banquier, et donc qui sont très peu éligibles à de la dette bancaire. Quand ils sont éligibles, c'est vraiment dans des petites quantités. Nous, ce qu'on fait avec Carmen, c'est qu'on finance justement ces entreprises, souvent bootstrappées, parfois aussi qui ont levé des fonds, mais aussi souvent bootstrappées, qui ont des revenus récurrents. Avec Carmen, on s'adresse aux entreprises qui ont des revenus récurrents, et notamment les entreprises qui ont des dynamiques d'abonnement. C'est le cas dans Les 100% SaaS. des SaaS. C'est aussi le cas pour des services, de la prestation de services par abonnement. Ça peut être aussi le cas pour les médias, pour la mobilité, enfin l'économie de l'abonnement est en forte croissance et est présent dans toutes les dynamiques, dans tous les secteurs d'industrie. Nous, ce qu'on fait, c'est que avec Carmen, on se branche, on s'intègre à tous les outils que ces entreprises utilisent. Pour un SaaS, ça va être son Stripe, ça va être son GoCardless pour les prélèvements mensuels. On agrège aussi les comptes bancaires et d'autres outils analytiques et comptables pour avoir une vision à 360 degrés de leur santé financière et opérationnelle et leur faire les meilleures offres de financement. Donc très concrètement, nous avec Carmen, on peut leur offrir en termes de montant jusqu'à 40% de leurs revenus récurrents annuels. Donc pour donner un exemple d'un SaaS, par exemple bootstrappé par un indie maker qui ferait 10 000 euros de chiffre d'affaires récurrent, de MRR, nous, sur ces 10 000 euros, ça fait 120 000 si on annualise ça, ça fait 120 000 d'ARR, on peut financer de manière immédiate jusqu'à 40% de cette somme. Donc dans mon exemple, pratiquement 50 000 euros de financement. Et la grosse vertu de notre solution, c'est qu'elle est flexible et modulaire. Donc, si 3 mois après, le SaaS ne fait plus 10 000 euros de MRR, mais 15 000 euros de MRR, on peut lui financer justement sa croissance additionnelle. Donc, on devient une vraie ligne de financement qui grossit au fur et à mesure que les revenus récurrents de l'entreprise augmentent. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut être un vrai accompagnateur de croissance pour leur permettre de développer leur entreprise à leur rythme sans avoir quelqu'un qui prend le contrôle. Donc nous, comment ça marche? C'est qu'on prend une commission
qui dépend du scoring, de la performance de la boîte et qui dépend aussi du délai de remboursement choisi, sachant que ce délai ne peut pas dépasser 12 mois pour l'instant. C'est des contraintes légales, ça? Ou c'est Non, pour vous? c'est juste que pour commencer, nous, avec le premier véhicule de dette qu'on a à disposition, les financements ne dépassent pas 12 mois. Mais c'est largement suffisant pour faire des Oui. campagnes d'acquisition clients, notamment du marketing, avec des ads ou le recrutement plutôt de personnes dans les équipes sales pour aller chercher des clients. C'est souvent des investissements avec un retour sur investissement qui sont à 3 mois, à 5 mois, ça dépend des cycles de vente. Et donc avec un financement entre 6 et 12 mois, on est c'est largement rentable. Tu fais gagner du temps à la boîte, quoi. Exactement. On permet d'accélérer le temps du bootstrap. En gros, c'est le bootstrap avec des capacités de financement supérieures, quoi. C'est bootstrap on stéroïdes. Booster aux hormones. Ouais, exactement. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Ok, c'est trop bien ça. En plus, du coup, de ce que je comprends, si tu te plugues au flux bancaire, en fait, tu sais en continu la santé de la boîte, donc t'as plus besoin de refaire des dossiers qui prennent des mois pour reprêter, en fait. C'est ça? Exactement, exactement. Avec Carmen, nous, c'est pas du tout des dossiers longs comme le bras. Nous, en deux trois clics avec les API, on s'intègre au flux de données, tu vois, avec Stripe, avec les comptes bancaires. Et en 24 heures, on peut transmettre une réponse d'éligibilité et une offre de financement au indie maker, à l'entreprise. Et après, c'est un contrat en DocuSign et l'octroi des fonds aussi en 24 heures. Donc l'opération peut prendre 48 heures au minimum. Stylé. Stylé, c'est Donc super efficace. on réinvente un peu l'octroi de crédit aux entreprises qui, comme beaucoup d'entre nous le savent, peut prendre plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Ah ouais, Pareil c'est un pour la levée calvaire. de fonds. Ouais, Alors, la levée de fonds peut aller un peu plus vite parce que des fois, il y a des VC qui sont un peu chauds et qui se disent ah, si on le fait pas là, on va se faire niquer le deal. Mais par contre, les banques, eux, ils prennent bien le temps. Ils sont là, c'est oui, vrai. non, mais il manque la feuille A, B, elle a mal été remplie. Et puis, vous avez pas prévu sur 3 ans, ça allait quoi votre chiffre? On s'en fout. Enfin, et je trouve que c'était important ce que tu disais tout à l'heure où dans le monde de la tech, on a des actifs bien moins tangibles. Les banques, ils bitent rien. Tu leur dis, j'ai un pote qui fait 20K de MRR. Ils vendent des programmes, tu vois, pour aider les gens à mieux manger. Et les gens sont super. Enfin, le retour client est dingue. L'augmentation à chaque fois qu'il revend un programme, elle est folle. Ouais. Et il allait voir une banque et la banque elle dit non mais vous valez rien quoi. Tu te dis mais mec, tu vis dans une sphère, t'es en retard, t'es à l'âge de pierre là. C'est ouf la valeur qu'on Non, mais apporte aux gens. et exactement, mais en fait, c'est ça, c'est que les business models ont shifté vers l'abonnement parce que tout le monde le sait, c'est hyper vertueux quand tu es entrepreneur d'avoir de la visibilité sur tes clients qui vont être récurrents chaque mois. Mais derrière, les banquiers traditionnels ont beaucoup de mal justement à analyser ce genre de business qui en fait ont un gros coût d'acquisition au début pour acquérir le client, admettons 150 euros, mais derrière le client il va payer 20 euros par mois et du coup le banquier il a du mal à comprendre qu'il faut du financement en amont pour faire un bridge, pour bridger ce gap entre le temps de l'acquisition du client et le temps où ce client va devenir rentable après la Ouais. période donc, de payback. Mm. Mais bon, heureusement t'es là. Et c'est quoi un petit peu tes critères qui fait que pour toi une boîte est en bonne santé ou pas, pour donner un peu des indications des gens qui nous écoutent s'ils commencent à faire du MRR ou qu'ils en ont, est-ce qu'ils rentrent dans les cases chez vous? C'est quoi un petit peu les critères? Exactement. Donc, c'est une super question. Nous, avec Carmen, on vient assez tôt dans l'aventure. On aime bien forcément qu'il y ait un petit peu d'historique, que les métriques de croissance, de churn se stabilisent. Donc, en général, on demande un minimum d'historique de 9 mois, 9 mois de commercialisation. C'est aussi le temps nécessaire pour avoir un certain revenu, comme on est un financement qui est indexé sur les revenus. En termes de revenus, le critère minimum, c'est de l'ordre de 5 à 8 000 de MRR
en dessous de 5000 de MRR, comme nous c'est 40% de l'ARR, le montant financé peut être faible pour les entrepreneurs, donc un minimum de 5 à 8 000 de MRR. Sinon, bien évidemment, nous, ce qu'on va regarder dans notre scoring, c'est bien sûr des métriques comme la croissance du MRR. Il faut qu'il y ait une croissance qui soit soutenue et si possible de plus en plus forte. Pareil pour le churn, il faut qu'il y ait un churn qui soit relativement faible, ou en tout cas que de cohorte en cohorte, justement, les dynamiques de rétention s'améliorent, le produit s'améliore, donc les clients restent de plus en plus. C'est des choses comme ça qu'on regarde. Et après, bien sûr, les flux bancaires aussi. Oui, si tu dépenses plus de thunes que ce que tu gagnes, c'est pas une preuve de très bonne santé financière. Ok. Dans ce cas-là, t'es pas trop bootstrap, quoi. Oui. Ou alors tu vas faire faillite, quoi. À un moment, ça va pas marcher. Exact. Ok. C'est vachement intéressant ce système-là. C'est des trucs que j'ai commencé à avoir aux US. Mais comment ça t'est venu cette idée? C'est des trucs que tu as vus aux US et que tu t'es dit ça manque en France, ou c'est quelque chose qui t'avait manqué, toi? Exactement. Le revenue-based financing, il y a une première génération en fait de revenue-based financing, c'est comme ça que ça s'appelle, avec des fonds au début qui ont fait ça, mais de façon très manuelle. Et après, il y a eu une deuxième vague, il y a 18 mois, 2 ans, notamment sur le e-commerce et les entreprises à revenus récurrents. Avec aux États-Unis, les alternatives, c'est des boîtes comme Pipe, pipe.com, et CapChase aussi, qui sont devenus des licornes en 18 mois, qui ont levé plus de 800 millions de dollars à eux deux, en equity et en dette, forcément. Et donc, il y a un peu plus d'un an, il y a 1 an et demi, avec mes cofondateurs, on a vu justement ce nouveau type de financement. On était aussi très sensibilisés par le fait que 2 d'entre nous, on a eu un passage justement au fonds d'investissement, et on s'est dit c'est génial, on veut adapter la même chose pour le marché français. Bien évidemment, c'est loin d'être une copie parce qu'il y a des fortes adaptations d'un point de vue réglementaire en France. Et donc, c'est comme ça qu'on a mis quasiment 1 an entre l'idée originale et les premiers financements. Ok. Alors, il y a 2 points dont tu m'as fait penser. Un, j'aimerais qu'on reparle des difficultés légales et administratives que tu peux avoir connues. Mais d'abord, j'aimerais parler de ce que tu as avancé sur le côté vous avez levé des fonds. Moi, actuellement, dans le podcast, j'accueille jamais de gens qui ont levé des fonds. Parce que j'essaie de montrer l'autre côté, l'autre side de l'écosystème. Mais toi, t'es le premier. Et je pense que t'es le parfait exemple d'une boîte qui a vraiment besoin de lever des fonds, parce que souvent en fait les boîtes qui veulent lever des fonds c'est juste pour aller plus vite, ils savent pas vraiment pourquoi, ils vont pas mieux servir leurs clients, c'est beaucoup un truc d'ego, on veut être les premiers, on veut être les plus grands, on veut être les plus forts, mais c'est pas forcément par nécessité de donner le meilleur service à tes utilisateurs, ce qui devrait être la priorité pour moi. Et toi, par contre, pour donner le meilleur service à tes utilisateurs, t'as besoin de financement parce que t'as besoin de leur prêter de l'argent. Donc t'as été obligé d'aller chercher des fonds. Tu peux pas tu peux pas aller prêter sur un modèle où c'est de l'argent qu'on te rend. Enfin, ça rendrait ton business efficace pour tes clients au bout de 10 ans et encore, ça serait très complexe, quoi. Donc je pense que t'es un super bon exemple de quand est-ce que c'est intéressant de venir lever des fonds. Par exemple, quand tu as besoin d'aller prêter des fonds à des acteurs ou tu as besoin d'avoir un gros pactole d'argent finalement disponible rapidement, toi, tu es un très bon exemple de pourquoi il faut lever des fonds et dans quel cas ça apporte beaucoup de valeur. Un autre exemple aussi que j'aime bien donner, c'est les gens qui ont besoin de faire énormément de R&D sur de la recherche et développement, où ils savent que par défaut, en fait, ils vont pas pouvoir aller chercher des fonds directement parce qu'ils sont en train de créer quelque chose de nouveau. C'est très risqué, donc du coup, tu peux pas porter le risque que sur toi, tu le fais porter aussi à des investisseurs, et c'est très sain, c'est fait pour ça. Mais par contre, quand tu vas aller créer un SaaS en général, tout ce qui va être où tu peux vendre directement ou très rapidement, aller chercher lever des fonds, je trouve que c'est pas vraiment la meilleure solution. C'est un peu utiliser le modèle parce que c'est famous plutôt que parce que c'est efficace pour toi, quoi.
Exactement, mais tu vois très juste. Nous, c'est clair qu'on pouvait pas lever des fonds pour plusieurs raisons. Déjà, le financement moyen, c'est plus de 300 000 euros. Donc, pour faire les premiers financements, on avait besoin d'un gros véhicule de dette. Et pour avoir un gros véhicule de dette, plusieurs millions, on avait besoin justement de cette partie equity. Donc là, on vient d'annoncer une levée de fonds en tout début d'année 2022 qu'on a clôturé en fin d'année 2021, une levée de fonds de 22 millions qui est en grande majorité de la dette pour 18 millions et le reste en equity, en VC, fonds d'investissement. Donc malheureusement, en effet, nous, pour le coup, on pouvait pas se bootstrapper, on pouvait pas s'autofinancer et faire des petits tests à la marge. On était obligé de commencer directement avec une levée en equity et en dette. Et c'est justement la partie dette qu'on a levée auprès d'un fonds de dette institutionnel britannique qui nous permet d'octroyer justement ces financements. Ok. Intéressant. Ça a été quoi qui t'a permis de débloquer ce fonds de dette justement? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est assez difficile pour les gens qui commencent à avoir de la dette. Comment t'as pu aller chercher ça et pourquoi du coup un fonds anglais? Ouais, alors très bonne question. C'est vrai que notre levée de fonds était un petit peu spécifique parce que on avait besoin des deux, l'equity et la dette. Pour avoir la dette, certains exigeaient l'equity. Pour avoir l'equity, certains exigeaient la dette. Donc c'était un petit peu le chat qui se prend la queue. Pourquoi on est allé voir un fonds de... Et c'est d'abord le fonds de dette qui s'est déclenché. On est allé voir des fonds de dette britanniques parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus ouverts à soutenir des projets qui ont encore pas d'historique. Parce on a vraiment commencé de zéro. On n'avait pas d'historique. Et les 3 fonds de dette français qui pourraient qui pourraient accompagner des entreprises comme la nôtre n'accompagnent pas quand il n'y a pas d'historique. Ils accompagnent quand il y a déjà un historique de financement avec un taux de défaut qui est connu, etc. Ok. Et tout à l'heure, donc, j'avais commencé à parler des contraintes légales en France. C'est quoi un petit peu que tu as dû faire différemment par rapport aux fonds du même genre que toi, américains? Quelles étaient les contraintes qui t'ont un peu bloqué en France? Parce qu'on sait, le légal en France, ça bloque pas mal les entrepreneurs. C'était quoi un peu les difficultés? En fait, en France, c'est un pays qui est très réglementé d'un point de vue crédit, d'un point de vue bancaire. Donc, il y a le monopole bancaire qui empêche de faire beaucoup de choses. Donc, Est-ce que tu peux définir ce que c'est notamment, peut-être le monopole bancaire? le monopole bancaire, en fait, c'est que pour octroyer du crédit, pour faire des financements sous forme de prêt, tu as besoin d'une licence bancaire d'établissement de crédit qui prend énormément de temps en fait pour être Obtenir. octroyé. Et c'est encore plus compliqué pour les entités étrangères, notamment les premiers acteurs qui étaient plutôt anglo-saxons. Genre des Revolut, etc. Ouais, ou les acteurs que j'ai cités comme Pipe et Capchase des États-Unis, Ok. qui du coup n'arriveront pas en fait en France avant plusieurs années. C'est ce qui s'est passé aussi sur le paiement plusieurs fois, le paiement fractionné en 3 fois. Il y a des géants comme Klarna qui sont arrivés en France au bout de 4-5 ans et qui ont pu faire naître des très belles scale-up, notamment Alma en France, qui vient d'annoncer une levée aujourd'hui, je crois. Donc c'est pour ça. Il y a vraiment des difficultés et c'est aussi pour ça que ça nous a pris quasiment 1 an pour établir la structure. Donc toi, tu as la licence qui te permet de faire ça ou tu passes par un provider qui te Nous, supporte? on est adossé en effet à un établissement de crédit européen qui nous met à disposition sa licence. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est un fee que tu payes tous les mois ou tous les ans pour pouvoir passer par eux. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on avait besoin de lever une somme conséquente. Ok, ouais. Super intéressant. Et je crois qu'on a loupé la partie sur les modalités de financement. T'as parlé un petit peu de comment tu te rémunérais, mais c'est quoi le taux de rémunération? Comment tu le prends? À quel moment? Ouais, en fait, c'est très simple. C'est une commission qui est fixe et qui varie selon la performance et le scoring que notre équipe crédit fait de l'entreprise, selon sa performance, et qui varie aussi selon le délai de remboursement choisi.
Donc, le coût de notre solution, le coût du financement avec Carmen, c'est une commission fixe qui dépend selon deux critères. Forcément, le risque sous-jacent de l'entreprise que nous, on évalue. Donc, c'est ses performances qu'on évalue. Et la deuxième chose, c'est le délai de remboursement qui est choisi par l'entreprise. Ce délai, il varie entre 6 et 12 mois. À 6 mois, pour donner quelques fourchettes, à 6 mois, on sera sur une commission fixe de 4 à 5% des montants qui sont octroyés. À 9 mois, on sera aux alentours de 7% de commission sur les montants octroyés. Et sur 12 mois, on est plutôt vers du 8 à 11% de commission. Ok. Super intéressant. Je pense qu'il y a un point qu'il faudrait parler justement quand on parle de ces montants-là, parce que ça peut paraître cher pour une solution de financement, mais le point que tu m'avais donné, c'était quand on parle en fait de SaaS, souvent tu proposes deux types de plans pour ton SaaS, c'est soit mensuel, soit annuel. Et en général, du coup, c'est combien la réduction annuelle mensuelle que tu vois en moyenne? Ouais, en général, les SaaS offrent 2 mois quand les clients finaux prennent le plan annuel. Et du coup, 2 mois offerts sur une année, sur 12, ça fait 17% de réduction. Et nous, à quasiment la moitié du prix en financement à 12 mois, on permet aux entrepreneurs et aux SaaS d'avoir la trésorerie immédiatement, en début d'année, mais de continuer de proposer le plan mensuel à leurs clients, qui est celui que les clients prennent en grande majorité parce qu'il est sans engagement. Ouais, c'est et ça. aussi, bien Et évidemment, si ton notre panier financement. moyen est cher. Ouais, exactement. Et aussi, notre financement, il est beaucoup moins cher que le coût de la dilution avec de l'equity, qui, en cas de success story, peut coûter très, très, très cher. Oui, oui. Et puis, il y a aussi un coût qu'on n'arrive pas à mesurer. J'en parlais hier justement dans un podcast qui sera sorti normalement quand celui-là sort. Mais c'est le fait que quand tu prends la dilution du coup de VC, c'est que d'un coup tu te retrouves dans une complexité administrative que tu n'avais pas du tout pensé. Il va falloir que tu mettes un board tous les 3 mois, que tu fasses des comptes rendus de ce que tu fais, des choix que tu prends. On va te pousser à dépenser plus parce qu'on t'a donné de l'argent et que cet argent il faut le dépenser pour essayer de le rentabiliser plus vite. Donc tout ça en fait il va falloir s'organiser pour, et ça devient un taf du fondateur à mi-temps quasiment je dirais, ou à tiers-temps pour s'organiser, pour fonctionner avec les VC, parce que tu as une relation à entretenir, il faut que ça se passe bien. Dans le meilleur des cas, ils t'empêchent pas de faire des décisions et ils te laissent faire. Dans le pire des cas, ils s'interposent dans toutes les décisions que tu prends pour te poser plus de questions, pour avoir plus d'informations et pour être sûr que tu vas dans la bonne direction. Donc c'est une complexité supplémentaire que toi, en fait, tu viens pas du tout, t'en as rien à foutre de comment ils prennent l'argent, quoi. Si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Mais tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que lever des fonds avec des investisseurs, qu'ils soient business angel ou fonds d'investissement, c'est comme si, enfin, c'est un client qui m'a dit ça, c'est comme si tu prêtais ta femme ou ta copine, et tous les entrepreneurs ne sont pas prêts justement à L'échangisme, c'est pas ne pour tout plus le monde, ouais. contrôler leur exactement. Donc en effet, t'es plus le seul maître à bord une fois que tu fais rentrer des investisseurs, et c'est là la grande force de rester bootstrap tout en ayant quand même du financement externe qui est non dilutif sous forme de financement relativement court terme pour faire l'acquisition et puis pour grossir à fond. Yes, je vois totalement. Du coup, c'était Wilfried Granier que j'ai eu hier, parce que j'ai des problèmes avec les noms, Okay. j'ai dû regarder mon notion. Et on parlait de ça justement. Il y a des vrais... je pense que ce qu'on disait avec Wilfried justement, c'est que quand t'es entrepreneur, souvent, tu veux être entrepreneur parce que tu rêves de liberté, t'as envie de faire les choses comme t'as envie, et dans le sens que t'as envie. Et en fait, tu te rends compte que, vu que la mode, c'est un peu d'aller lever des fonds, de passer à BFM, etc., ben, tout le monde joue le même playbook. On va tous faire le même genre de boîte, on va un peu formater le modèle parce que c'est ça qui marche, c'est ça qu'on voit qui marche à la télé ou aux médias.
Et du coup, tu t'auto-formates et t'oublies un peu à la base pourquoi t'étais parti faire les choses. Donc, un des trucs que disait Wilfried, c'est qu'en fait, lui, par exemple, il a fait tout un truc de pricing qui ressemble à rien d'autre des autres acteurs. Donc, Wilfried, il a Superprof. Et Superprof, en fait, c'est une plateforme qui t'aide à trouver des profs de n'importe quoi en ligne. Ils ont 18 millions de profs maintenant, c'est assez insane. Et en fait, normalement, tu dirais, ça, c'est comme toutes les plateformes, comme Airbnb, tu prends un fee à chaque fois que quelqu'un souscrit à un cours. Ça serait le playbook normal, ça serait tu fais ça, tu fais une copie d'Airbnb. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'appelait lui, il voulait faire le Airbnb des profs. Mais en fait, si tu fais ça, tu te rends compte que sur la récurrence d'un prof qui vient te voir chez toi pour te donner des cours, au bout d'un moment, tu te dis que la plateforme elle sert plus à rien. Elle m'a servi pour la mise en relation, mais à la récurrence, elle a plus aucun intérêt. Donc du coup, tu veux la bypass. Et c'est déjà ce qui arrive avec Airbnb. Quand moi je fais des locations longues, en fait, moi je serais prêt à payer Airbnb pour la mise en relation, mais il sert carrément à rien dans le fait que je paye 3 mois du truc. Je gère tout avec la personne en direct, quoi. Et du coup, il sert à rien. Du coup, on l'outrepasse souvent. Et sauf que dans le playbook normal, en fait, les gens auraient suivi ce modèle-là parce que pour aller lever, il faudrait que tu aies de la récurrence comme ça, etc. Et en fait, les chiffres seraient mauvais, la valeur apportée serait mauvaise. Mais comme lui, il est bootstrap, mais il a pu faire l'autre chemin et il a quand même du revenu qui vient de manière récurrente. Les gens réutilisent. Alors, je sais pas si toi, tu pourrais mesurer des choses comme ça parce qu'il a pas vraiment d'abonnement, mais il a quand même de la récurrence et un growth. Tu pourrais aider des gens, des entrepreneurs, des bootstrappers qui font comme lui? Ouais, tout à fait. Nous, forcément, le cadre idéal pour le financement avec Carmen, c'est vraiment quand il y a de l'abonnement. Et c'est ça, avec ou sans engagement. Quand il y a de l'engagement, c'est encore mieux. Mais la plupart des SaaS, en mensuel, ne proposent pas d'engagement. Et ça, c'est totalement adéquat aussi. C'est aussi pour ça qu'on finance pas plus de 40% du parc d'abonnés. Parce qu'on veut pas prendre un risque trop important sur le risque de churn. Mais tout à fait, nous, on peut déjà commencer à financer des entreprises où il y a de la récurrence, comme Superprof, comme éventuellement des marketplaces, où il y a finalement une saisonnalité qui est assez faible et des revenus qui rentrent de manière récurrente, mais où il n'y a pas d'abonnement à proprement parler. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on regarde et qu'on finance. T'as des exemples de boîtes qui sont connues, ou je sais pas si t'as le droit de le dire, qui t'as financé? Alors on cite pas les clients qu'on finance, mais un autre exemple de Superprof, enfin comme Superprof, où il n'y a pas de l'abonnement mais des revenus récurrents, c'est notamment tout ce qui va être des marketplaces, typiquement marketplace de voitures de collection, mais pas de la location longue durée, en fait, de la location courte durée. Et là, typiquement, il y a des revenus récurrents qui sont réguliers, mais il n'y a pas d'abonnement. Parce que tu vas pas prendre un abonnement pour louer une voiture un week-end par mois, par exemple. Ouais. D'accord, ouais. Ok. Super. Ouais, je me doutais que tu n'allais pas forcément pour me donner des exemples concrets, mais je posais la question au cas où. En tout cas, c'est super, je pense, d'avoir ce type d'acteur comme toi. J'ai vu dans le post LinkedIn que j'ai fait aujourd'hui que t'étais pas tout seul, qu'il y en avait d'autres. Et c'est super cool. Je me rends compte qu'on est de plus en plus puissant. Notre écosystème Bootstrapper, Indie Maker est de plus en plus large. Et on va commencer à vraiment voir une dynamique forte avancer là-dessus. Tu vois, comme on a pu voir pour les startups, comme The Family a un peu emboîté le pas de tout le monde pour avoir un meilleur écosystème de startups. J'espère qu'on va arriver à faire la même chose pour les bootstrappers et ça a l'air d'être le cas. On va dans cette direction-là. Tout à fait. Je pense qu'en effet, on va dans cette direction-là grâce à un peu le porte-parole des bootstraps en France qui est Guillaume de Lemlist. Il y a aussi, je sais pas si tu connais, Alexandre Berich de Fleet, qui lui fait de la location de flotte d'ordinateurs pour les entreprises. J'ai vu son cofondateur, ça sera sorti quand on sortira cet épisode. Ok, je vous recommande du coup de l'écouter, je l'écouterai aussi. Mais c'est aussi un super business qui a été bootstrappé et c'est fantastique et je pense qu'on va un petit peu dans ce sens-là où peu à peu les médias commencent aussi
à regarder des entreprises bootstrappées. Le problème, c'est que les entreprises bootstrappées, comme tu le disais, on n'a pas forcément les détails sur leurs revenus, sur leur rentabilité, ce qui est le cas aussi pour les entreprises qui ont levé. Donc c'est pour ça que finalement, les médias, pour en revenir à notre discussion initiale, préfèrent donner des montants qui claquent, et c'est souvent des montants de levée de fonds plutôt que des montants de chiffre d'affaires. Bah oui. Ah bah, si tu prends toutes les boîtes qui ont levé et que tu parles de chiffre d'affaires, ça serait beaucoup moins sympa à regarder. Hein. C'est sûr. Parce qu'il y en a plein, le chiffre d'affaires, c'est que de la perte pendant des années, quoi. Et de temps en temps, ils finissent par en gagner de l'argent, mais c'est pas parce qu'ils ont levé qu'ils arriveront à être rentables. On l'a vu pour plein de boîtes qui étaient ultra fat, qui avaient fait des levées de ouf et qui ont disparu de la circulation. Carrément. Ok. Carrément. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Il y a d'autres points que tu penses qu'on peut aborder autour de Carmen, peut-être, ou du bootstrapping en général? Non, je pense on a fait un beau tour. En tout cas, si dans l'audience, il y a des gens qui se reconnaissent en termes de typologie d'entreprise et qui sont bootstrappés, mais qui pourraient avoir besoin de financement extérieur pour accélérer et devenir aussi un peu plus gros, et toujours en restant indépendant, n'hésitez pas en effet à venir nous voir chez Carmen, et à dire que vous venez de la part de Indie Maker et de Martin, et je serais ravi de vous faire un onboarding VIP. Stylé, parfait ça. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, ça sera bien sûr dans la description du podcast. Vous aurez les liens pour pouvoir checker Carmen. Vous pouvez aussi envoyer un petit message à Baptiste si vous avez kiffé cet épisode et que vous avez appris des choses. C'est toujours cool de voir que ces discussions apportent la valeur aux gens. Vous pouvez m'envoyer aussi des messages si ce nouveau format vous plaît. Je vais rencontrer d'autres acteurs de l'écosystème Bootstrap. Donc par exemple, le prochain prévu, c'est Kevin de Dot Market, quand on veut faire un exit du Bootstrap. On en aura plein d'autres sur tous ces sujets-là, parce que je pense que c'est important de mettre la lumière dessus aussi. En plus des entrepreneurs, il faut mettre la lumière sur tous les acteurs qui viennent aider l'écosystème. Donc c'est pour ça qu'on fait ce premier épisode ensemble et qu'on en fera plein d'autres. Merci à toi pour ton temps. Merci Martin, à bientôt. Merci d'avoir écouté et à dans une semaine pour le prochain épisode. Salut, bye bye.